Comment évoluent les loyers, la fiscalité, la copropriété? C'est ce que l'on va voir dans cette émission. Où va l'immobilier? Figaro Immo, c'est parti. Deux invités sur le plateau de Figaro Immo, on est très heureux de recevoir aujourd'hui. Danielle Dubrac, bonjour. Bonjour. Présidente de l'UNIS, l'Union nationale de l'immobilier, et qui fête d'ailleurs ses 15 ans d'existence. Bonjour et bienvenue donc sur le plateau. Pierre Othus, bonjour. Bonjour. Alors Pierre Othus, directeur délégué de l'association Clameur, en fait qui est spécialiste notamment dans les baromètres sur le loyer, les loyers dans le privé, et vous avez une série d'études que l'on va notamment aborder dans l'émission. Tout d'abord, en introduction, tous les deux, j'ai envie de vous demander, on a quand même une nouvelle ministre du Logement, de la rénovation urbaine. Dans son discours de politique générale, le Premier ministre a indiqué que le logement était une priorité. Qu'est-ce que cela vous inspire, Danielle Dubrac? Déjà, on a beaucoup été écoutés sans être entendus. Donc aujourd'hui, on a l'impression quand même que les préoccupations de l'immobilier et du logement au moins sont prises en compte, on verra bien. Intéressant quand même, un ministère de plein exercice, c'est pas arrivé depuis un petit moment. Rénovation urbaine, c'est-à-dire que quelque part derrière, on regarde la rénovation énergétique, les travaux de rénovation. Donc quelque chose d'intéressant. Et puis plein d'idées, l'investissement locatif, entre autres, enfin beaucoup d'idées qui vont dans le sens de ce que la profession plaide depuis un petit moment, que ce soit à travers le collectif Alliance pour le logement, qui est un collectif de filières de l'immobilier, ou bien alors ce que clament d'autres professionnels comme l'UNIS. Oui, Alliance pour le logement, qui regroupe à la fois des promoteurs immobiliers, des constructeurs, des bailleurs sociaux. Enfin, il y a vraiment toute une chaîne autour. Oui, parce que le logement, c'est une chaîne entre la conception, la réalisation, et puis évidemment habiter ou bien alors rénover, louer. Ça, c'est une chaîne. Donc, vous avez la Fédération du bâtiment, la Fédération des promoteurs immobiliers, les notaires, les économistes, les architectes et les professionnels de l'immobilier comme l'UNIS. Pierre Othus, alors, ce cap donné sur le logement, cette priorité logement? Écoutez, c'est un signal positif. Après, on jugera évidemment sur pièce, mais un certain nombre d'annonces ont été faites. La remise sur le premier plan du ministère du Logement, de la thématique logement, a été avancée. Des petites annonces qui mériteraient d'être détaillées sont assez positives, que ce soit sur le DPE, sur le zéro artificialisation nette ou sur l'investissement locatif. Et donc, on est à l'écoute. On participera aux auditions auxquelles on voudra bien nous inviter. Et puis, nous verrons ce qu'il est possible de faire, parce qu'on a bien conscience que les majorités en place sont difficiles à trouver. Voilà, et il est important aussi de préciser pour les téléspectateurs qu'on enregistre cette émission et que nous sommes le jeudi 3 octobre. Et voilà, il se peut qu'il y ait évidemment des ajustements au niveau budgétaire, des choses qui interviennent. Mais nous sommes le 3 octobre. Pierre Othus, tout d'abord une étude sur les loyers dans le privé. Alors... Oui, alors on a, avec l'Observatoire des loyers Clameur, qui existe depuis plus de 25 ans maintenant, un certain nombre d'éléments qui permettent de voir et de mettre en perspective la situation de l'investissement locatif, de l'augmentation des loyers et territorialement évidemment dans le détail où est-ce qu'il faut plus investir que d'autres endroits, en tout cas du point de vue de la rentabilité. Mais on se rend compte que sur la France entière, les loyers n'augmentent pas plus rapidement que l'inflation depuis un certain nombre d'années, depuis au moins janvier 2022 sur les slides qui sont diffusés. On voit les images ici. Effectivement, on voit que c'est même un peu en dessous de l'inflation, avec une augmentation un peu plus importante des loyers des logements qui ne font qu'une pièce, ce qui a une certaine logique parce que c'est un marché en grande tension dans beaucoup de territoires et qui a une forte demande. Et nous verrons les impacts ensuite dans les endroits qui sont encadrés comme à Paris. Mais sur les 2 pièces, 3 pièces et plus, on est vraiment nettement en dessous de l'inflation et de l'IRL, qui est l'indice de relèvement des loyers qu'il faut appliquer chaque année
par les administrateurs de biens, les propriétaires, aux locataires pour suivre une certaine inflation. Et donc, quand on dit que les loyers augmentent, c'est vrai, mais quand ils augmentent moins que l'inflation, en réalité, économiquement, on peut dire que c'est une légère baisse. Voilà, donc ça suit un peu en dessous de l'inflation. Si on regarde maintenant au niveau de l'Île-de-France, qui est un marché un peu plus tendu, avec beaucoup plus de demandes, eh bien, on se rend compte que les une pièce, là, ça commence à se tendre davantage avec des évolutions de loyers qui sont toujours en dessous de l'IRL et donc de l'inflation qui est corrélée. Pour les studios, les une pièce. Oui. Très demandé par les jeunes en mobilité, les travailleurs en mobilité, mais aussi beaucoup par les étudiants. Et c'est notamment le cas à Paris où il y a une certaine concurrence entre les étudiants d'une part et puis les jeunes actifs qui cherchent la même typologie de logement. Quand on regarde sur les 2 pièces, 3 pièces et plus, en revanche, là, on est assez loin de l'inflation et de l'IRL. On voit simplement une courbe qui augmente de manière corollaire sur les une pièce. Et donc, on est inférieur à l'augmentation de l'inflation. Sur Paris, là, on a une particularité assez différente de la France et de l'Île-de-France, puisque on voit que l'inflation et l'IRL, qui sont les 2 courbes qui sont en haut, l'IRL étant lié à l'IRL qui est lui-même lié à l'indice des prix à la consommation qui est harmonisé, donc c'est pas exactement le même chiffre, eh bien on voit que là, les 1 pièce, les 3 pièces, les 2 pièces, tous les logements sont nettement inférieurs à l'inflation, ce qui laisse augurer qu'il y a une faible progression des loyers dans le même moment où les prix ont quand même beaucoup augmenté, même si cela se tasse dans les dernières années, ce qui vient évidemment nécessairement entailler la rentabilité locative. Alors brute, on la calcule de manière brute puisque la fiscalité est propre à chacun. Et donc on voit que sur la carte de l'Île-de-France, on a effectivement Paris qui est dans les zones les moins rentables d'un point de vue brut que le reste de l'Île-de-France. On aperçoit quand même la Seine-Saint-Denis et le sud de l'Île-de-France qui ont quand même un certain nombre de possibilités d'investissement où on peut aller trouver, peut-être avec un effet Jeux Olympiques, je ne sais pas, un certain nombre de logements plus rentables, en tout cas avec des prix d'achat un peu plus faibles, mais des loyers qui se maintiennent et qui sont acceptables du point de vue rentabilité. Mais juste, oui, petite parenthèse, il y a quand même une pénurie en tout cas de location dans le privé. Je regardais sur Figaro Immobilier, 13 000 annonces de biens à la vente, location 3 500, c'est-à-dire 4 fois moins en fait. Et même en allant voir les concurrents, se loger, biens à la vente à Paris, 19 800, donc on approche des 20 000, biens en location, 5 000. 4 fois moins là aussi. Donc il y a... Est-ce que Daniel Dubrac aussi, est-ce qu'il n'y a pas eu une bascule de certains propriétaires bailleurs vers justement les locations touristiques, Airbnb, au détriment justement de la location nue? Daniel Dubrac. Déjà, il y a ça, mais déjà au niveau des logements qui sont alloués, il y a tellement de demandes que dans certains cas de figure, les annonces n'ont même pas le temps de paraître qu'il y a une centaine de dossiers. Il y a aussi des difficultés avec les propriétaires privés, bailleurs, qui n'ont aucun intérêt à louer. Là, il y avait effectivement dans les chiffres donnés un investissement intéressant, mais quand même, dans certains cas de figure, investissement qui est en baisse, voire qui a une rentabilité qui est négative. D'ailleurs, les investisseurs et les institutionnels n'y vont pas. Il y a bien une raison. Or, on a toujours maltraité, me semble-t-il, le bailleur privé particulier parce qu'on l'a taxé, taxe foncière, on a encadré les loyers, on a plafonné les loyers. Il avait joué le jeu, ce propriétaire particulier, l'indice IRL a été bloqué pendant des mois à 3,5%, donc les loyers n'avaient pas été augmentés de façon, je dirais, temporaire. Et pour autant, on ne l'encourage pas. Il n'y a aucun encouragement, d'autant plus que la fiscalité pour les loyers dans des logements à location de longue durée, que ça soit meublé ou libre, est une fiscalité qui est moins intéressante que lorsque vous faites du meublé touristique ou du touristique ou du Airbnb. Donc ce n'est pas normal, on a besoin... Aligné pour vous, en tout cas, toutes ces locations. Il faut favoriser, il faut trouver à favoriser l'investissement locatif de longue durée. Donc ça passe par un statut du bailleur privé, comme on le dit souvent, c'est-à-dire un amortissement comptable,
tout au long de l'exploitation du bien, à la condition que les loyers soient légèrement en dessous du marché, voire en dessous du marché. Cet amortissement comptable serait proportionnel à l'effort fait sur le loyer. Pendant ce temps-là, le locataire en bénéficie puisque le loyer est moins important que le loyer du marché. Et le propriétaire qui va payer légèrement moins de revenus va pouvoir mettre cette trésorerie, ce fonds de roulement qu'il a, vers des travaux de rénovation, par exemple, ou de la conservation ou de l'amélioration. Pierre Othus, qu'en pensez-vous? C'est exactement ça. Le statut du bailleur privé. Le statut du bailleur privé doit être, à mon sens, un moyen de rendre l'investissement locatif classique, traditionnel, de longue durée, que ce soit meublé ou nu, désirable. Et le fait est que depuis un certain nombre d'années, avec le développement qui est formidable, pour beaucoup de gens du tourisme, a fait que c'était plutôt la location touristique qui était désirable. Ce qu'il faut, c'est évidemment se concentrer sur ce qui fonctionne, ce qui est attractif. Quand on regarde l'évolution du stock de logements disponibles à Paris, il y a une différence assez fondamentale entre le meublé et le non meublé. Mais ça ne rattrape pas. Évidemment, ça ne compense pas la chute du stock en location nue traditionnelle, mais on se rend compte que ce qui se maintient, ce qui est toujours fonctionnel, c'est le logement meublé, parce qu'il y a plus de possibilités au niveau du loyer, avec l'encadrement des loyers qui est venu encadrer tout ça. C'est une base de travail sur laquelle il faut tendre et avoir justement un statut du bailleur privé avec un amortissement comptable, tout à fait, ce que font les loueurs en meublé non professionnels. Et nous serons vigilants dans le débat budgétaire à ce que le rapprochement de la fiscalité de la location traditionnelle par rapport à la location touristique ne soit pas juste simplement un coup de rabot pour augmenter les impôts sur ce qui fonctionne, ce qui continuerait d'alimenter la pénurie de logements. Et là, aujourd'hui, on a besoin de beaucoup de logements, d'offres locatives et notamment de petites surfaces pour les étudiants, pour les jeunes actifs. Et c'est ce qui permet le parcours logement, qui fluidifie l'accès au logement et donc permet à chacun de se loger. Parce qu'aujourd'hui, on a beau avoir encadré les loyers, on se rend compte qu'avec la chute de l'offre, qui est plus ou moins lié quand même à cela, on a juste plus de monde qui essaie d'accéder à moins de logements. Comment développer, Daniel Dubrac, justement cette offre de logement ? Comment faire ? Déjà, donc, favoriser ce fameux bailleur particulier privé. Il loge quand même 3 millions de locataires qui devraient être dans le logement social. C'est quand même un signe. Donc, l'encourager. L'encourager, c'est trouver des façons à ce qu'il paye un peu moins d'impôts, qu'il y ait moins de revenus fonciers à déclarer. Donc, ça passe par l'aider aussi à faire des travaux de rénovation. Alors, attention, il y a une petite musique en ce moment sur MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov', que nous demandons de sanctuariser au niveau de son éligibilité au-delà du 31 décembre. Surtout, ne touchons pas à MaPrimeRénov' en l'état, ça a tellement bougé. N'opposons pas la rénovation globale avec la rénovation par monogeste. Ce qui compte, c'est de rénover. Ce qui compte, c'est qu'il y ait de moins en moins de logements en G. Je vous rappelle que le 1er janvier 2025, le propriétaire ne peut plus louer. Donc, essayer de voir. Au moment de la relocation, mais on entend aussi la petite musique qui dit qu'on va peut-être adapter, revoir le calendrier. Alors, est-ce que ça ne va pas casser la dynamique, en tout cas, de la rénovation énergétique ? Ce serait intéressant. On n'est pas pour... les professionnels de l'immobilier sont pour rénover, pour qu'il y ait moins de gaz à effet de serre sur notre planète. Ceci étant, il y a eu tellement de retard avec ces dissolutions ou tâtonnements qu'il faudrait faire un moratoire peut-être d'1 an, ne serait-ce que pour sécuriser cette interdiction de louer, pour permettre à un propriétaire de faire des travaux. Mais on dit que MaPrimeRénov' pourrait être conditionné au niveau de son éligibilité à un loyer qui serait un loyer modéré ou conventionné. Il ne faut surtout pas jouer à ce jeu-là. La rénovation, ça touche un bâtiment, un logement. Ce n'est pas lié au statut du bailleur privé ou propriétaire occupant. Donc ça, c'est le premier point. La fiscalité, qu'elle soit plus avantageuse pour les propriétaires particuliers, à la condition que ce soit des logements de longue durée. Ça, c'est important. Il faut aussi favoriser les propriétaires particuliers à acheter. Donc, le prêt à taux zéro, l'élargir dans toutes les zones. Tout le territoire. Toutes les zones. Alors, le profil de celui qui serait éligible au prêt, mon Dieu, ça peut être compliqué. Évidemment, nous, on voudrait que tout le monde puisse bénéficier du prêt sur toutes les zones pour une durée très courte. Et là, on verrait comment le marché se relance, comment la construction se relance, comment la réhabilitation se relance. Sur le développement justement des offres de logements supplémentaires, qu'est-ce que vous préconisez, Pierre Othus ? Mais nous sommes un peu dans la même dynamique que l'UNIS.
il est important qu'il y ait un mouvement dans l'accès au logement, que ce soit ceux qui achètent pour habiter ou qui achètent plus grand, ou ceux qui accèdent à un logement social ou à un logement du parc privé. Cette idée de moratoire sur l'interdiction de mise en location paraît totalement indispensable. Effectivement, on a pris beaucoup de retard. Tout le monde n'a pas compris l'état de la loi parce qu'il n'est pas très clair. Peut-être faut-il commuter 2025 avec 2028, c'est-à-dire l'interdiction de mise en location des F et des G, tout en 2028. Ça nous permet de donner du temps, de tester à titre expérimental peut-être une ouverture du PTZ sur tout le territoire, sur le neuf et l'ancien, ce qui permettrait de relancer et de voir in situ comment ça fonctionne, comment les marchés réagissent pour qu'on puisse remettre de l'offre locative, parce que si quelqu'un qui est locataire accède à la propriété grâce à un PTZ par exemple, eh bien il libère un logement dans le parc locatif privé et ainsi ça permet à chacun de trouver davantage de logements. Donc ça fait partie des choses. En revanche, il ne faut effectivement pas opposer la rénovation à la location et l'accès à la location. C'est pour ça qu'on met une barrière à 2028 pour rester dans une dynamique d'encouragement financière mais aussi d'obligation réglementaire des logements qui sont les plus énergivores et qu'il faut rénover, mais il faut donner de l'air, il faut donner des nouvelles possibilités aux investisseurs, aux professionnels qui sont autour de cela, qui sont motivés et qui ont toutes les clés pour réussir cette transition énergétique et cette décarbonation du bâtiment. Daniel Dubrac, pour continuer justement. Alors justement, le moratoire, on le demande aussi parce que tout simplement les décrets ne sont pas sortis. Voilà, donc le 1er janvier, c'est dans quelques semaines. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire de ces logements qui sont interdits? Donc, il faut favoriser le propriétaire ou même le copropriétaire, même s'il n'a pas d'obligation à rénover. On sait très bien qu'une rénovation, quand on est dans un habitat collectif, il y a 60% des logements loués qui sont en copropriété, on sait très bien qu'il faut du temps à la collectivité pour décider, etc. Donc, il faut que le propriétaire privé, bailleur, puisse faire son DPE individuel s'il ne l'a pas fait. Pour vous, diagnostic de performance énergétique, parce qu'on entend parler de simplification. Il faut sans doute l'améliorer. Il y a eu des améliorations sur les petites surfaces, parce que c'est un mode de calcul conventionnel qui fait qu'à un moment donné, il y a des réglages peut-être qui sont nécessaires. Ce qu'il faut, c'est vraiment voir qu'est-ce qu'on fait de ce DPE individuel, logement, par rapport au DPE bâtiment, le DPE collectif. Parce que là, on ne sait pas lequel est prioritaire par rapport à l'autre. On sait que le DPE individuel, il est opposable, pas l'autre. Or, il y a des obligations pour les copropriétés de 50 lots à faire le plan pluriannuel de travaux et donc forcément le DPE bâtiment. Donc, faites votre DPE bâtiment. Ne pensez pas qu'il n'est pas fiable. Donnez des garanties, des documents, un certain nombre d'éléments. Accompagnons le diagnostiqueur. Autorisons-le à faire des trous dans les murs pour qu'il puisse savoir quel est le produit, le matériau isolant, etc. De façon à ce que le DPE soit fiable. Nous, on veut tordre l'idée sur le fait que le DPE n'est pas fiable. On fait le DPE bâtiment, mais une fois qu'on a son DPE bâtiment et son DPE individuel, les étiquettes ne sont peut-être pas les mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut encourager la rénovation. Le décret sur le prêt collectif à adhésion obligatoire, il n'est pas sorti. On ne sait pas très bien. Ouais. MaPrimeRénov', c'est une subvention, mais le reste à charge, il faut trouver des financements. Les banquiers n'y sont peut-être pas complètement. Il y a bien des évolutions sur le prêt avance mutation, par exemple, mais il est contraint à un certain nombre de types de profils, donc peut-être élargir tout ça. En tout cas, nous, les professionnels, on est prêts à discuter avec la ministre et avec M. Barnier sur ce sujet-là, et bien entendu avec les parlementaires. Alors, tous les deux, vous êtes évidemment des observateurs aussi de l'évolution du ou des marchés de l'immobilier. Quand on est actuellement avec une baisse des taux d'intérêt, on est à 3,50% en moyenne sur 20 ans. Nous étions à 4,20% en décembre dernier, avec un marché qui était quasiment à l'arrêt. Des prix qui baissent, on est entre moins 2, moins 4% au niveau des régions, moins 6% à Paris, où là c'est un signal. Je ne vais pas vous demander si c'est la période ou le moment pour acheter, mais quels sont vos conseils pratiques actuellement? Pierre Autus. Déjà, les Français sont quand même nés avec une pierre dans le ventre. C'est indéniable. Malgré les difficultés, malgré les encadrements, malgré la fiscalité, il y a quand même une forte appétence des investisseurs, des Français pour investir dans la pierre. Bon, aujourd'hui... Et pour devenir propriétaire. Pour devenir propriétaire, bailleur, ou pour sa résidence principale, et parfois même pour une résidence secondaire. C'est ce que l'on souhaite à tous.
le marché, effectivement, a eu une tendance à se stabiliser. Il a pris un coup de massue sur la tête quand même, avec une augmentation fulgurante des taux. Ce n'est pas tellement l'augmentation des taux qui a ralenti le marché immobilier, mais c'est la fulgurance avec laquelle les taux ont augmenté. Aujourd'hui, ça baisse, c'est tant mieux. Les perspectives semblent aller dans le bon sens. Les prix se sont modérés, ont légèrement baissé dans un certain nombre de territoires. Pas d'effondrement, mais une baisse. Quand même. Il faut, en revanche, que cela soit accompagné par les pouvoirs publics et surtout qu'ils n'annoncent pas de mesures rédhibitoires sur la fiscalité ou sur la réglementation qui viendraient freiner les ardeurs d'un certain nombre de personnes qui sont en capacité d'investir. Et puis, c'est important qu'il y ait une part non négligeable de propriétaires de notre pays. Force est de constater que depuis 10-15 ans, malgré le nombre de transactions, donc ça interroge quand même, il y ait une baisse du nombre de propriétaires en pourcentage en France. On était dans les 58, on montait vers les 60 et on redescend tranquillement plutôt vers les 57% de Français propriétaires. Pourtant, il y a toujours une appétence, toujours une envie de ceux qui sont locataires, je crois que c'est 70-75% des personnes qui sont locataires qui souhaitent devenir propriétaires, et une bonne part aussi des Français qui sont dans la volonté prochainement d'investir pour sécuriser un patrimoine, avoir un complément de revenus au moment de la retraite qui, elle, pour le coup, est un peu moins sécurisée. L'immobilier, Daniel Dubras, qui reste le meilleur placement aussi pour la retraite, et puis ce marché de l'immobilier, comment vous le percevez ? La retraite et puis aussi la transmission du patrimoine, malgré tout, on a quand même ça. J'espère que la pierre ne fait pas mal au ventre, mais en tout cas, on a ça dans l'esprit français, je pense. Donc du coup, encourager l'investissement. Donc on a dit la fiscalité, on en a parlé. Si c'est de l'ancien, il faut prévoir la réhabilitation en même temps que l'acquisition. Ça veut dire qu'il faut des prêts, qu'il faut pouvoir emprunter de façon correcte. Mais les primo... PTZ, c'est plutôt un bon signal. C'est plutôt un bon oui. Signal, mais pour les primo-accédants, il faut faire quelque chose. Donc c'est vrai qu'on a expliqué que les taux d'intérêt ont baissé, mais l'éligibilité à l'emprunt mériterait peut-être d'être encore un peu plus assouplie, de façon à ce que les primo-accédants, au moins eux, puissent bénéficier d'une acquisition à effet immédiat. Ils libèrent un logement, comme le disait tout à l'heure Pierre Otus. Alléger les contraintes du HCSF, notamment. Absolument, vous pensez c'est ça. À cela, prendre du comité à la stabilité financière. Tous les revenus de la personne ou le patrimoine de la personne, tout simplement, dans l'étude du dossier. Voilà, il faut encourager tout ça. Mais il y a du logement ancien, donc ça, il faut faire ces travaux de rénovation. Et là, du coup, on a vraiment besoin des banquiers pour qu'on puisse trouver des solutions pour ces réalisations et ces rénovations. Et sur le neuf, votre sentiment, faut-il un dispositif aussi d'investissement pour aider dans le collectif pour le logement, évidemment, avec les promoteurs demandent que le Pinel soit prorogé, ce qui est une excellente idée. Nous, notre statut du bailleur privé, avec un amortissement comptable qui est de plus en plus intéressant si le loyer est baissé, c'est pendant l'exploitation du bien, que le bien soit neuf ou qu'il soit ancien. Oui. Donc comme ça, c'est un peu universel, mais encore faut-il que nos gouvernants comprennent, peut-être avec des tableaux Excel, des simulations, qu'en réalité, même si on gagne moins de recettes dans un premier temps, on aura beaucoup plus... qu'on gagne moins de recettes, il y aura plus de dépenses de travaux, ça relancera toute la filière de construction, et à terme, il y aura beaucoup plus de recettes à terme, in fine, et puis en plus, on aura fait ce qu'il faut pour la planète. Absolument. Pierre Otus, justement, sur l'aide au neuf, justement, inciter à construire davantage de logements, que ce soit sur la transformation ou de la construction neuve. Oui, alors il y a la réhabilitation qui devient presque du neuf, qui devient une spécialité d'un certain nombre de propriétaires, de professionnels, promoteurs, rénovateurs. Donc ils ont muté dans leur métier parce qu'on a aussi tout un stock à rénover. Il y a beaucoup de chantiers à rentrer et dont les financements peinent à trouver un mécanisme, une ingénierie financière pour intégrer les aides, etc. Le statut du bailleur privé peut répondre effectivement à cette intégration. L'idée de ce statut du bailleur privé, c'est simplement de mettre dans le droit commun
plutôt que de créer des niches qui sont sans cesse changées, modifiées, qui changent de nom à chaque ministre, même si on aime beaucoup les ministres qui ont donné leur nom à certains dispositifs, eh bien, c'est de mettre dans le droit commun une manière d'investir de manière à long terme. L'immobilier, c'est le temps long, tout le monde le dit, et donc d'intégrer aussi la possibilité dans le neuf d'amortir, alors peut-être d'avoir une petite carotte supplémentaire à la main justement des lois de finances récurrentes, mais qui s'appuie sur le droit commun de cet amortissement comptable qui permet aux propriétaires d'être dans un statut particulier qui ressemblerait très fortement à ce que fait la location meublée non professionnelle, avec un amortissement qui est géré par un comptable, un professionnel de l'immobilier qui accompagne son investisseur pour être dans les clous. Et ça fonctionne, mettons-le en place. Il faut l'étendre à tous, jusque dans le neuf. Alors c'est sûr, il y a des simulations pour calculer combien ça coûterait pour les finances publiques, mais j'ai quand même un peu l'intuition que lorsqu'il y a beaucoup de projets qui se développent dans l'immobilier, c'est plutôt rentable pour la finance publique. Aussi, deux chiffres, 85-90 milliards de recettes sur l'immobilier, 40-42 milliards de dépenses, donc le solde est quand même assez positif. Une conclusion, Daniel Dubrac, justement. Eh bien, une conclusion, n'hésitez pas à acheter. N'hésitez pas à acheter dans le neuf ou dans l'ancien, peu importe, parce que de toute façon, vous trouverez toujours un locataire, puisqu'il y a une pénurie de logements en France. Faites confiance aux professionnels. Les professionnels sont des experts, ils sont encadrés eux aussi, et passez par un professionnel qui saura vous donner le juste prix en matière de location, en matière d'acquisition, qui saura aussi être relais sur les vrais professionnels pour construire, réhabiliter, financer, tout simplement. Eh bien, Daniel Dubrac, merci beaucoup. Pierre Othus, merci infiniment. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.